Et donc soyez bref, plus que ce matin si c'est possible. Je tiens à remercier les intervenants. Je suis Daniel Oberhausen de Bordeaux. Je suis sympathisant UPR. Je ne suis pas membre, malheureusement, mais je vais peut-être adhérer prochainement. Ça va être une question très brève, parce que je me demande si nous ne sommes pas victimes d'une sorte d'enfumage. On a en effet l'idée que le capitalisme du XXIe siècle, qui est piloté par une oligarchie mondialiste, est finalement assez stupide et a une vision court-termiste. On se dit, le monde de la finance raisonne à court terme. Mais est-ce que derrière, en coulisses, il n'y aurait pas des gens qui ont une vision stratégique un peu à la mode chinoise? Et en ce qui concerne la France, eh bien, il s'agirait, en fait, de tiers-mondialiser un pays comme le nôtre. Alors tiers-mondialiser, sans doute en douceur, mais ça risque d'être quand même très douloureux. C'est-à-dire que quand on désindustrialise un pays, et quand on fait en sorte qu'il n'ait plus ses capacités de construction de défense, par exemple, qu'il ne maîtrise plus sa logistique parce qu'il n'a plus la maîtrise de ses outils de transport, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une vision à long terme? C'est-à-dire que derrière le jeu financier au jour le jour, il y a à plus long terme la volonté de déstructurer un pays comme le nôtre, qui correspond sur le plan planétaire à un très mauvais exemple. Le mode de vie français, pour les mondialistes, c'est insupportable. Une qualité de vie, une nourriture saine et de qualité, tout cela effectivement doit être mis en perspective. Et moi je pense que les mondialistes, l'oligarchie mondialiste a une vision à long terme. Merci pour ça. Merci. Trois autres questions, s'il vous plaît. Oui. Bref. Enfin, une question. Vraiment. Merci de faire des questions et des questions courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre. Merci. Bon, alors, parce que je suis membre de l'UPR depuis 2 ans, parce que je suis très fier d'être membre de l'UPR depuis 2 ans, parce que tous les orateurs ont été extrêmement clairs, parce que vous avez parlé beaucoup de la Chine, je peux vous dire maintenant que je vous ai compris. Mais je voudrais poser une question. Ne croyez-vous pas que si je n'étais pas membre de l'UPR, si je n'en étais pas fier, si je vous avais écouté distraitement à la télévision, je me serais demandé si, finalement, c'est parce que la France est minable, la Chine est très forte, et l'Europe, c'est de la merde. Et j'aurais retenu une chose, que finalement, la France ne fait pas de poids en face de l'Europe. Ma question, c'est, ne manque-t-il pas un chaînon manquant à votre conférence? C'est de dire, effectivement, l'Union européenne, c'est de la merde, mais l'Europe, c'est une grande civilisation, et la France, avec la culture grecque, avec la culture latine, en parlant le français, en parlant d'autres langues, en particulier l'allemand, ne serait pas aussi forte que la Chine. Je vais faire un témoignage, excusez-moi, monsieur le Président. Non, excusez-moi. Non, c'est très important. Non, c'est très important. Non, il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. C'est très important. Excusez-moi, il faut être rigoureux. Il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. On ne peut pas avoir des questions fleuves qui ne sont pas des questions, mais qui sont des interventions. Je suis désolé. C'est pas une question. Ne croyez-vous pas que si tout le monde a démissionné, c'est parce que l'éducation nationale a bradé complètement la culture européenne et que le grand paradoxe de notre époque, c'est qu'on n'a jamais aussi peu enseigné le grec, jamais aussi peu enseigné le latin que depuis que nous appartenons à l'Union européenne. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors. Encore 2 questions plutôt courtes, s'il vous plaît. Oui. Je peux? Oui, allez-y. Oui, alors, merci de m'avoir donné la parole. Alors, j'ai juste une question à vous poser. C'est sur l'extraterritorialité du droit américain, puisque j'ai lu un petit peu votre livre, Monsieur 4 points, oui, et on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, et pourtant c'est vraiment un sujet crucial et puis qui nous enchaîne. Voilà, je vous remercie. Merci. Une dernière question? Oui. Oui, bonjour. Donc j'ai beaucoup apprécié les Bien interventions fort, s'il vous plaît. successives. Voilà. Donc je suis d'accord avec l'ensemble des interventions. Effectivement, c'est un constat sur une situation qui est assez dramatique. Il y a un aspect des choses qui n'a pas été souligné, dans lequel je crois beaucoup depuis mes études en sciences économiques à Grenoble. Donc nous sommes la délégation Isère. C'est l'importance de la part dans le produit intérieur brut des dépenses qui sont consacrées à la recherche et au développement.
La France a une longue tradition d'empire colonial, puis ensuite de prise en main par les politiques publiques sous le général de Gaulle. En fait, il n'y a pas de longue tradition entrepreneuriale. Si on regarde la carte européenne, je ne pense pas seulement à l'Union européenne, des pays qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui consacrent la plus grande part de leur budget aux dépenses de recherche et de développement, investissement public compris. On voit que l'Europe du Nord est en situation de relative prospérité, s'en sort mieux du point de vue de la productivité, de la compétitivité, alors que l'Europe du Sud connaît le chômage, les déficits et souffre de l'euro. Alors ma question c'est... La question, la voici. Donc elle s'adresse à M. Asselineau et aux économistes qui sont présents ici. Est-ce que vous ne pourriez pas mettre sur le tapis, considérer comme une variable fondamentale la relance, la mise en place d'une politique active d'investissement et de recherche? La Chine arrive aux 2%, l'Europe du Nord est à 3%, nous plafonnons à 2%. Merci beaucoup. Merci, on va essayer de répondre à ces questions. Je répondrai peut-être à la première qui consistait à dire est-ce qu'il n'y a pas finalement une stratégie cachée. Moi je trouve quand même qu'effectivement, il y en a qui sont toujours prêts à tout brader et d'autres qui ne bradent rien. C'est-à-dire que la France, elle est là, elle perd toute son industrie. J'observe que l'Allemagne, c'est pas pareil. J'observe que entre Alstom a été donné aux Américains, donné aux Allemands, mais l'inverse, ce n'est pas exact. Donc je pense qu'il y a des stratégies. Alors est-ce que c'est ourdi? Je ne sais pas, il ne faut peut-être pas verser dans le complotisme. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'avec les règles actuelles, il n'y a aucune stratégie en France de stratégie industrielle, de stratégie de défense des intérêts nationaux. Moi, je me rappelle très bien être allé avoir une réunion une fois à l'Élysée. C'était du temps de Chirac, où le conseiller de l'Élysée, dont je ne donnerai pas le nom, avait convoqué les 4 conseillers des 4 ministères de souveraineté. Moi, je représentais le ministre des Affaires étrangères. Il y avait mon collègue qui représentait le ministre des Finances, un autre ministère de l'Intérieur et le dernier ministre de la Défense. Chirac devait aller à un sommet à Bruxelles. Il y a un sujet qui arrive sur la table où il s'agissait de brader encore un truc, et je tape du poing sur la table parce que je suis comme ça et je dis c'est pas possible, il faut que l'Élysée mette tout son poids dans la balance pour dire non à ce truc-là. Et le conseiller de Chirac lève les bras au ciel et me dit on se tutoyait, il dit tu sais François, le poids de l'Élysée. C'était il y a 21. Ça veut donc dire que les Français, les élites dirigeantes françaises ont engrammé, ont intégré l'idée que nous n'étions plus rien. Comme disait De Gaulle, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même? Alors que les Allemands et les pays scandinaves et les Britanniques et les Polonais et les Hongrois défendent bec et ongle leurs intérêts nationaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Europe va exploser. Parce que de toute façon, les Polonais, les Hongrois, etc. ne vont pas laisser encore longtemps une nouvelle URSS se développer à leur détriment. Mais nous, on est en particulier ceux qui laissons tout tomber. Voilà. C'est la première question à laquelle je voulais répondre. Merci. Jean-Michel Quatrepoint sur l'extraterritorialité du droit américain. Oui, mais un mot sur l'idéologie. Il y a une idéologie. Elle est développée en Californie. C'est l'idéologie des GAFAM, le transhumanisme. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin des États, à la limite, nous n'avons plus besoin des individus, des citoyens, mais c'est un ensemble planétaire de communautés, la communauté Facebook, etc. Et ça, c'est une vraie idéologie. Et on remplace les États, ce sont les ONG qui prennent une part de la souveraineté, ce sont les fondations, je pense à la fondation de Bill Gates, par exemple, ou de George Soros, qui prennent une part de la souveraineté, et ce sont elles qui imposent une vision mondialiste, multiculturaliste, parce que ça va de pair, et la croyance dans le transhumanisme, la technologie va nous amener l'immortalité, uniquement pour les très riches évidemment, et ainsi de suite. C'est une idéologie. C'est une idéologie qui essaye de prendre la succession du néolibéralisme. Elle s'appuie sur le néolibéralisme pour se développer et en se projetant dans le futur en disant c'est nous le progrès. Et c'est là où effectivement c'est dangereux. Car en face, vous n'avez pas de vraie construction idéologique. Maintenant, un mot de l'extraterritorialité du droit américain. Oui, les Américains exportent leurs droits. Et au nom de l'hyperpuissance qu'ils sont encore, ils imposent effectivement à leurs partenaires un certain nombre de règles. Alors Alstom, si Alstom a été vendu à General Electric, c'est parce que Alstom faisait effectivement l'objet d'une enquête du département de justice américain pour des causes de corruption avérée, c'est clair. De la même façon, pour Alcatel, Alcatel a été obligé de fusionner avec Lucent
en 2006, parce que Alcatel avait également une action du département de justice contre lui. Donc c'est un outil, c'est une arme, ça fait partie du soft power. Les Américains mènent une guerre économique et ils entendent, effectivement, ils ne veulent avoir que des vassaux. Hein, ce pas des partenaires, c'est des vassaux. Et c'est toute l'histoire, effectivement, des relations entre la France, l'Europe et les États-Unis, et entre De Gaulle et les Américains. De Gaulle ne voulant pas être vassal, il acceptait d'être partenaire, mais pas vassal, et les Américains ne supportaient pas, effectivement, d'avoir quelqu'un qui s'oppose à eux. Et le problème, c'est l'Allemagne, car l'Allemagne, à part de très rares exceptions près, je pense à Adenauer, hein, mais c'est le seul qui avait accepté de suivre le général dans sa vision d'une Europe indépendante. Et le jour où Adenauer est parti, c'était fini. Nous avons perdu l'allié allemand. Et le jour où De Gaulle est parti, il n'y a même plus de France. Bon. Donc voilà le résultat. Hein, l'extraterritorialité du droit américain fait partie de cet ensemble. C'est un moyen de pression sur nos entreprises, sur nos systèmes économiques, sur nos dirigeants politiques. Parce que, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Quatrepoint. J'ajoute que les Américains ont une législation extraterritoriale, les Européens n'en ont pas. Parce que les Européens, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de peuple européen, parce qu'il y a 28 économies différentes, 28 intérêts nationaux différents, et qu'il y a des États qui ne se fichaient perdument d'avoir les intérêts du Luxembourg, les intérêts de l'Estonie n'ont rien à voir avec les intérêts de la France. C'est la raison pour laquelle nous sommes systématiquement curiassés, comme on dit. Vous savez, les Horaces et les Curiaces sont faits systématiquement par le poids. On serait beaucoup plus fort, contrairement à ce que les gens croient. Vous savez, il y a un proverbe en France qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». On serait beaucoup plus fort, y compris à l'OMC, si nous négocions nos intérêts nous-mêmes, plutôt que de les faire négocier par un négociateur représentant 28 États aux intérêts différents. C'est ça qui est très important à comprendre. Merci. Philippe David. Oui. Pour la dernière question concernant la recherche et le développement, regardez les budgets des universités américaines. On pense aux très grandes, Harvard, Yale, Stanford, etc., pour la recherche et le développement. Je vais vous prendre un exemple, un seul, très court, en 30 secondes. Les États-Unis, en recherche et développement pour le matériel militaire, il n'y a pas un pays qui dépense plus. Il y a un an, le budget militaire des États-Unis, c'était 639 milliards de dollars. 639 milliards. Le budget de la défense de la France, c'est 32 milliards d'euros. Vous voyez ? Et d'un seul coup, Trump, pour relancer encore l'outil militaro-industriel, 54 milliards de dollars de plus. C'est-à-dire, d'un coup de plume, il a mis pratiquement 2 fois le budget de la défense français en 1 an. Inutile de dire que ça crée de l'emploi, parce que ça crée de l'ingénierie, ça crée de la production, ça crée de l'industrie, ça crée tout ça. Voilà. Le budget américain de la défense est égal à la totalité des autres budgets de la défense. Voilà. Du monde. Pierre Lévy. Oui, un mot sur la recherche et le développement, parce que c'est une question évidemment importante. Alors, j'ai un problème, je suis coupé de l'auditoire de l'extrême gauche, là, mais j'espère qu'on entend à défaut de voir. Bon. Ah, ben j'ignorais, alors, bon, très bien. Sur cette question de la recherche et du développement, c'est évidemment tout à fait essentiel. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur un sujet que nous traitons dans notre prochain numéro, et sur lequel vous aurez tout dans le prochain numéro, mais qui est extrêmement important puisqu'il s'agit donc de l'Europe militaire. Dans une grande discrétion médiatique, le 13 novembre dernier, c'est pas très loin, a été officiellement acté le fait que 23 pays ont souscrit à, je cite, la coopération structurée permanente, qui est l'embryon en quelque sorte d'une Europe militaire répartie en différents projets à la fois capacitaires et opérationnels. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais je voudrais aussi souligner qu'il y a un autre pilier qui s'appelle le Fonds européen de défense, que la Commission a mis sur les fonds baptismaux précisément, et qui vise à inciter, espèce sonnante et trébuchante à l'appui, les différents pays européens à mettre ensemble leurs fonds pour faire des recherches et du développement ensemble, toujours au nom du même principe, celui que je citais sur Arcelor tout à l'heure. On est bien trop petit pour faire quelque chose de notre côté. Il faut au moins que nous puissions mettre en commun pour développer des futurs armements en commun. Par parenthèse, une organisation non gouvernementale belge a mis au jour le fait que c'était les patrons des grands groupes de la défense, autrement dit les marchands de canons, qui avaient été aux manettes pour mettre sur pied ce futur fonds européen de défense et en tout état de cause, mettre des sommes non négligeables, de l'argent public
qui vise à faire, entre guillemets, des coopérations publiques-privées, en réalité au profit évidemment du privé, de manière à ce que les pays européens étudient, cherchent et développent et fassent des prototypes sur des armements conjoints, voire sur des équipements identiques. Et donc, on voit bien que cette question de la défense, en réalité, et dans un contexte géopolitique qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais dont vous connaissez un peu les tenants et les aboutissants, vise en quelque sorte à extraire, à soustraire des fonds et des ressources qui pourraient servir aussi bien sur le plan civil qu'y compris militaire aux industries nationales, alors même qu'aujourd'hui, elles visent à abolir ça, ou en tout cas à en diminuer la place, et à coordonner par des exercices de simulation budgétaire les besoins et les différents appels d'offres, là aussi qui devront être passés en commun, des différents pays européens. Donc sur le plan de la recherche et du développement, on va aussi à l'inverse de ce qu'il faudrait. Oui, mais la seule question qui compte, c'est est-ce que ces recherches sont faites avec l'OTAN ou en dehors de l'OTAN? Parce que c'est ça la question de fond. Absolument. Alors je précise, en effet, il y a eu, initié en juillet dernier avec le sommet de l'OTAN et concrétisé en décembre dernier, en 2016, une feuille de route, je cite, une feuille de route commune OTAN-Union européenne pour éviter les doublons et faire en sorte de mieux coordonner les projets des deux organisations, Union européenne et OTAN, Alliance Atlantique donc, notamment sur le plan du développement des armements. J'ajoute que, officiellement, il s'agit de promouvoir l'autonomie stratégique de l'Europe. Je reprends tous ces mots. En réalité, les affaires avec des groupes non européens ne sont nullement exclues, ce qui montre l'hypocrisie, à tel point que on vient de révéler, c'est la Tribune, je crois, où il a sorti, mais peu importe, que le ministre suédois de la Défense a souscrit la vente, ou l'achat en l'occurrence, d'appareils, d'avions de chasse tout à fait récemment avec une entreprise américaine, je crois que c'est Lockheed, alors même que officiellement il s'agit de faire des projets européens, mais dont rien dans le Fonds européen de la défense n'interdit qu'elles soient faites avec des entreprises américaines. Dernière chose, Alexis Tsipras, le Premier ministre le Premier ministre grec, que une certaine presse continue à étiqueter gauche radicale, sans doute par sens de l'humour, s'est rendu récemment à Washington rencontrer le président américain, M. Trump, et le président américain l'a évidemment très bien reçu, puisque il y a un budget de 2 milliards d'euros qui va être donné, qui a été négocié avec Lockheed Martin pour mettre à niveau l'aviation de guerre grecque, ce qui évidemment fait que M. Trump l'a accueilli à bras ouverts. Bref, tout ça, on voit bien que l'esprit euro-atlantique est tout à fait incompatible et tout à fait absurde quant à la fameuse autonomie stratégique qui n'a d'ailleurs aucun sens qu'en termes de propagande, les dirigeants européens voudraient mettre sur pied. Merci beaucoup.